Fa la 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 ka-ching. I bought out every store in the area over the last couple of weeks. And as lazy parents become more desperate, I will sell them at an enormous profit. Isn't that right, Princess? Hey, is that Princess Unicorn? I thought they were all sold out. They are now. Cool. My horn can pierce the sky. Un jour de 1970, très tôt, à 4h du matin, une forme étrange apparaît dans la campagne allemande. Une jeune femme vêtue d'un étrange harnais blanc surmonté d'une longue corne s'avance sur un chemin. Pendant 12 heures, elle va parcourir les forêts et les champs et transpercer le paysage. Il s'agit d'une des œuvres les plus connues, mais aussi l'une des plus mystérieuses de l'artiste Rebecca Horn, intitulée Einhorn. Rebecca Horn, c'est une artiste allemande née en 1944 à Michelstadt, pas très loin de Francfort. Depuis des générations, sa famille dirige une usine textile dans laquelle elle est elle-même destinée à aller travailler. Sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est être artiste. Et donc, à la fin de son adolescence, elle s'inscrit secrètement à l'Académie des Beaux-Arts de Hambourg, contre la volonté de ses parents. L'ironie du sort, c'est que non seulement Rebecca Horn va devenir une artiste mondialement reconnue, mais en plus, l'usine familiale va finir par fermer, et après avoir vécu à Berlin, à New York, à San Diego, l'artiste va la transformer en un gigantesque atelier, et elle s'y installera à partir de 1989, et elle y travaille encore aujourd'hui. Pendant ses études aux Beaux-Arts, Rebecca Horn expérimente avec des matériaux nouveaux, comme la fibre de verre ou différentes matières plastiques, et elle sort diplômée en 63, mais ces matières ont attaqué ses poumons, et en 67, elle doit être hospitalisée, et elle passe ensuite quasiment 1 an dans un sanatorium. C'est une expérience assez traumatique, et elle vit très mal l'isolement et la défaillance physique. Ses activités sont très limitées, elle s'ennuie beaucoup, et elle réalise plein de petits dessins qu'elle accroche au mur, et elle passe de longs moments à les observer bouger au gré des courants d'air. Même une fois sortie du sanatorium, elle doit encore rester alitée pendant plusieurs mois. Ses activités sont toujours très limitées, elle ne peut que coudre ou dessiner depuis son lit, et elle commence alors à assembler des matériaux légers et organiques comme le coton, les plumes ou le feutre. Quand elle peut enfin se remettre à de plus grandes créations, elle réalise des dispositifs en tissu adaptés au corps humain, des sortes d'excroissances, de prothèses qu'elle appelle des sculptures corporelles. À partir de ce moment, ses œuvres deviennent des outils de métamorphose et d'hybridation. Elle joue aussi beaucoup avec le mouvement, ce mouvement qui a été interdit à l'artiste pendant si longtemps. Ses œuvres modifient, prolongent, hybrident le corps, soit le sien, soit celui de performeurs et de performeuses qu'elle choisit soigneusement pour donner vie à ses prothèses. Ce qu'elle recherche avant tout, c'est à expérimenter autrement l'espace qui l'entoure et à entrer en contact avec les personnes qui occupent cet espace. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit Einhorn. Ce titre de Einhorn, il désigne à la fois la performance, la prothèse créée pour la performance, et le film qui documente la performance, qui a duré 12 heures, le film lui dure 12 minutes. Cette performance consiste donc en une jeune femme qui marche à travers les champs et les forêts. Elle porte la prothèse créée par Rebecca Horn, une sorte de harnais blanc en tissu surmonté d'une longue corne d'1 mètre. Cette jeune femme, c'est une camarade de classe de Rebecca Horn, dont elle a remarqué la démarche à la fois gracieuse et raide, sa façon de marcher sans bouger le haut de son corps. Elle conçoit Einhorn pour elle, surprise que la jeune femme que Horn qualifie de bourgeoise ait accepté. Elle raconte que lorsque l'objet eut été réalisé et qu'elle s'est regardée dans la glace, elle était ravie. J'ai invité quelques personnes et à 4h du matin, nous étions dans la forêt. Toute la journée, elle a marché, telle une apparition dans le paysage. 2 chasseurs qui passaient par là en ont été tellement étonnés qu'ils ont failli tomber de leur vélo. On a eu de la chance pour cette fois, la corne leur a permis de faire la différence avec un chevreuil. Bisous les chasseurs. Comme toutes les prothèses de l'artiste, celle de Einhorn prolonge le corps, lui ouvre de nouveaux possibles, mais en même temps, elle le contraint et le confronte à ses propres limites. La prothèse d'Einhorn entrave la marche de la jeune femme, la rend raide et rigide, mais lui permet aussi d'avoir un autre rapport à l'espace, de fendre le paysage et de lui imposer sa présence. Einhorn, ça veut dire licorne. Aujourd'hui, la licorne peut prendre plein de formes et de significations dans notre imaginaire collectif, comme ça,
ou même ça, par exemple. Hey, Charlie! Hey, Charlie, wake up! Mais avant de devenir une créature de fantaisie ou un prétexte pour vendre des jouets ultra genrés, la licorne était un animal que l'on pensait réel au Moyen-Âge et qui porte un héritage symbolique assez ambivalent. C'est à la fois un idéal de pureté dont la corne a le pouvoir de purifier tout ce qu'elle touche, mais en même temps, c'est un animal féroce et farouche qui ne peut être capturé que par la ruse. Puisque, petite astuce pour chasser la licorne, elle ne se laisse approcher que par de jeunes vierges. Mais attention, si la jeune femme n'est pas aussi chaste qu'elle le dit, elle se fera transpercer le corps par la licorne. Chez Rebecca Horn, la licorne et la jeune femme forment une seule et même créature, comme si elles s'étaient alliées contre les croyances moralisatrices héritées du Moyen-Âge. Cette alliance entre la licorne et la performeuse permet au corps de cette dernière de muter. Elle peut ainsi expérimenter d'autres manières d'être au monde que celles qui lui sont habituellement permises par son corps de femme blanche cisgenre. Dans son travail, Rebecca Horn est souvent dans le post-humain, c'est-à-dire l'humain hybridé, amélioré, prolongé, mais dans cette œuvre en particulier, elle est plus précisément dans le post-féminin. Les attributs genrés que sont les seins ont beau être apparents, le corps de la performeuse dépasse le féminin, il en propose une version alternative et armée. Une version phallique aussi, puisqu'on ne va pas se mentir, cette longue corne d'1 mètre est assez suggestive. Or, au même moment, Rebecca Horn crée une prothèse pour un corps d'homme, et cette fois, elle est noire et compte 2 cornes. Cette prothèse peut évoquer le mythe du Minotaure, ce monstre antique mi-homme, mi-taureau, enfermé dans le labyrinthe construit par Dédale et tué par Thésée. Symboliquement, le Minotaure représente les pulsions humaines instinctives et bestiales. C'est une créature cruelle et sexuelle qui dévore tout sur son passage. Il est beaucoup repris par les surréalistes, en particulier par Picasso qui s'identifie très directement à cette créature et se représente lui-même sous les traits du Minotaure en train d'abuser de ses différentes compagnes, ce qui montre à quel point c'était un gars bien. Sur ce sujet, je vous recommande la super vidéo de C'est une autre histoire, sobrement intitulée « Picasso est une grosse merde », qui est elle-même tirée d'un podcast de Vénus Épilait-elle la chatte consacré à cet humble génie de l'art. Le Minotaure est aussi beaucoup étudié par les psychanalystes du début du XXe siècle, notamment par Freud, qui voit une figure castratrice qui peut se rapprocher de l'archétype de la mère. Dans la psychanalyse en général, et chez Freud en particulier, la mère castratrice, c'est une femme autoritaire et dominatrice qui désire posséder le phallus, c'est-à-dire le pouvoir, pour elle toute seule. C'est dans cette logique que pour l'historienne de l'art Hélène Leroy, L'homme Minotaure et la femme licorne sont 2 œuvres complémentaires chez Rebecca Horn, qui en plus portent toutes les 2 une certaine ambivalence entre féminin et masculin, l'homme maternel et la femme phallique. Sur le plan symbolique, Ayn Horn réunit donc le masculin et le féminin, mais aussi le fabuleux, l'animal et l'humain. Sur le plan esthétique, la construction de la prothèse fait penser à l'univers médical des bandages et des appareillages, et ça renvoie à l'expérience de la maladie de Rebecca Horn. Le corsage de bandes blanches qui entoure et qui maintient le corps fait aussi penser à une autre œuvre qui puise elle aussi dans l'expérience médicale traumatique de son autrice, La colonne brisée de Frida Kahlo. Dans le tableau de Frida Kahlo, les bandes blanches forment le corset qu'elle est obligée de porter pour maintenir sa colonne vertébrale, endommagée par sa maladie infantile et par l'accident de bus qui l'a grièvement blessée et lui a laissé de lourdes séquelles. Mais peut-être que Ayn Horn vous a fait penser à un autre costume, cette fois du côté du cinéma de science-fiction. Je ne sais pas, peut-être ce corsage blanc de Lilou dans Le 5e élément? Jean-Paul Gaultier, qui a dessiné tous les costumes du film, dont celui de Milla Jovovich alias Lilou, a dit s'être inspiré notamment de l'esthétique BDSM, mais on peut suspecter une petite inspiration Rebecca Horn sur ce coup-là. Enfin, il y a un dernier enjeu esthétique qui ressort de la performance de Rebecca Horn, surtout quand la performeuse traverse le champ de blé. Il ne faut pas oublier que l'artiste est né en 1944 en Allemagne, et donc ça laisse des traces. Le motif de la jeune femme dans le champ de blé semble puiser dans les images de propagande nazie, qui associaient la fertilité de la femme et celle de la terre sur fond de valeurs paysannes traditionnelles idéalisées. Avec Ayn Horn, il est possible que Rebecca Horn ait cherché à déjouer cet héritage, à créer d'autres associations d'idées entre la femme et le champ de blé que celles qui étaient portées par ces images de propagande. Cette apparition blanche et lumineuse pourrait alors être une sorte d'interruption du cycle de la violence, comme un moment de pure poésie permise par l'art.
Personnellement, cette œuvre me fascine par son alliance entre des imaginaires anciens et modernes, et par sa poésie, que je trouve infinie, mais qui en même temps s'exprime à travers une esthétique froide et austère. Elle rejoint les recherches plus générales de Rebecca Horn pour pimper et upgrader l'être humain, tout en appuyant sur ses limites et ses fragilités. Par la suite, Rebecca Horn va progressivement remplacer les performeurs et les performeuses par des machines pour permettre à ses œuvres de gagner en indépendance, tout en jouant toujours sur le mouvement. Certaines d'entre elles vont même devenir des actrices de cinéma dans des films réalisés par Rebecca Horn. J'espère que ce voyage au pays des licornes et ce focus sur l'œuvre Einhorn vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'art contemporain et sur l'histoire de l'art. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.